Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un top comme je l'avais fait l'année dernière, et sauf que l'année dernière j'étais fatigué, il était 4 heures du matin, et là il n'est pas 4 heures du matin, c'est l'après-midi, et j'avais envie de vous parler des 10 meilleurs films et des 5 pires films après que j'ai vus de l'année. Il y a plein de tops pour l'instant dans l'année qui sont déjà passés de plein d'autres vidéastes, je vous en conseillerai d'ailleurs à la fin de la vidéo des tops de vidéastes et du coup des vidéastes cinéma que j'aime moi énormément. Et du coup évidemment je voulais vous faire mon top personnel, les films que personnellement j'ai adoré de l'année. J'ai vu genre 86 films dans l'année et voilà, bon c'est assez raisonnable et je voulais vraiment donner mon avis sur les films qui m'ont touché, qui m'ont particulièrement marqué, où je me suis dit, là il y a quelque chose en plus des autres films. Voilà, c'est tout dit, c'est parti. Numéro 10, Room. Room, c'est un film qui est dans la structure et dans la forme assez américain, assez classique je trouve. Il a des plans qui sont vraiment simples, qui sont faits par exemple vraiment beaucoup à la grue ou ce genre de trucs, des plans assez débulés mais qui marchent extrêmement bien, qui sont vachement sensibles et ça raconte l'histoire de deux personnes, donc d'une femme et son fils, qui vivent coupés complètement de la vie et coupés complètement de la ville, et on découvre que c'est une espèce d'histoire malsaine avec leur père et le père qui a abandonné ces deux personnes, et du coup il y a une espèce d'ambiance malsaine de huis clos et qui marche extrêmement bien. On est emporté dans le malheur et dans la frustration. C'est vraiment un film frustrant en fait. C'est un film qui va vous donner tellement de haine en même temps et tellement d'amour pour les deux personnages, parce que la relation entre la mère et son fils est en même temps très fusionnelle, et parce que genre la mère essaye d'offrir des cadeaux pour son fils à Noël malgré le fait qu'elle peut pas sortir et du coup elle lui en invente, et le fils c'est un enfant, du coup genre il réfléchit pas et il a une certaine naïveté qui est très belle, mais une naïveté qui brise la mère vraiment. Par exemple genre il y avait un cadeau que la mère lui offre dans le film et lui genre il l'accepte mais il va jouer 2 minutes avec et ensuite il va passer à quelque chose d'autre parce que c'est un enfant. Et du coup c'est une belle naïveté et en même temps on a une certaine haine envers leur relation et un certain amour. C'est l'amour dans la haine en fait ce film, et leur relation particulièrement. Je trouve ça très 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 beau et très très maîtrisé cette première partie du film. On a l'amour du huis clos, on voit vraiment que ça reprend tous les thèmes du huis clos, les plans très très proches du mur pour montrer qu'on est enfermé, évidemment les close-ups sur les bouches, les têtes, les cheveux, etc. qui montrent vraiment qu'ils essayent au maximum d'être proches l'un de l'autre malgré le fait qu'ils soient enfermés, et ça c'est vraiment excellent. Après, dans la deuxième partie du film, où ils sont plus dans le huis clos, où ils sont dans le dehors, c'est un petit peu plus long, ça a quelques longueurs, c'est un petit peu moins intéressant, ça commence à traîner un petit peu en longueur et on se dit que il y a un potentiel qui s'est perdu, je trouve. Ça se gâche, c'est un peu plus rempli de plein de sentiments qui sont un peu plastiques, juste un peu, enfin ça bave de plein de sentiments, et en fait ça redonde sur le fait que malgré le fait que la mère soit complètement libérée de cet endroit clos, elle se sent quand même enfermée par toute la pression sociale. Mais du coup ça reprend le thème en fait, ça le reprend le thème de la première partie dans la deuxième partie en l'amenant vers quelque chose d'autre. Mais il y a une certaine répétition qui est pas agréable à regarder. Voilà, donc Room c'est incroyable dans sa première partie, c'est vraiment d'une puissance absolue et très 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 maîtrisée. C'est pas spécialement original ou pensé, mais c'est puissant, c'est tellement viscéral. Et ça se dégonfle un petit peu dans la deuxième partie, un peu tristement. Donc matez-le vraiment énormément, c'est une énorme bouffée d'air frais quand les personnages ont leur propre bouffée d'air frais quand ils sortent de cet endroit clos, et c'est un mélange entre malaise et amour et haine. C'est excellent, regardez-le. Mais peut-être si vous le finissez pas jusqu'à la fin, je pense que c'est pas dramatique parce que cette deuxième partie est légèrement décevante. Passons au numéro 9. Numéro 9, Maloot. Maloot, c'est le film burlesque par excellence. C'est l'incandescence de l'esprit absurde et de l'esprit... c'est le film d'auteur par excellence. Et ce que j'aime dans cette vision d'auteur qu'a Bruno Dumont, qui est un réalisateur d'ailleurs incroyable que j'ai découvert après avoir vu Maloot, j'avais vu aucun de ses films et j'ai regardé 29 Pounds et L'Humanité, qui sont des films merveilleux, qui engagent complètement leur vision de leur auteur. C'est ça en fait un film d'auteur, c'est vraiment un film
qui nous place dans la tête d'un auteur et dans toutes ses réflexions, toutes ses pensées. Et là, Malout, c'est exactement ça, mais noyé dans de l'absurdité totale. C'est ça véritablement une vision d'auteur, c'est quelqu'un qui te met dans un film, mais le film c'est sa tête, c'est ses réflexions, c'est ses pensées, c'est tout ce qu'il ressent par rapport à un élément donné. Et là, Bruno Dumont, dans Malout, il nous place dans sa réflexion et sa vision du nord de la France et de toutes leurs pratiques, etc. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il y a eu beaucoup de polémiques par rapport au fait qu'il banalisait et qui donnait un côté dégoûtant et crade et malsain à tout ce nord de la France, alors que justement je trouve qu'il le sublime. Il le sublime complètement. Il montre pas un côté beau, il montre leur côté réel, il montre leur côté vivant. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il a voulu donner de plus pur, de plus réaliste. Et le pire, ce qu'il aurait pu faire, c'est fausser ses réalités et faire des personnages beaux d'âme, incroyablement pensés, sortant des phrases incroyables. Et là non, c'est un espèce de Fabrice Lucchini qui dit « Oh, le Mesoki !» ce genre de choses, et voilà. Et c'est juste élancé et c'est pensé. Et c'est tellement pensé comme film, c'est un film qui arrive à exprimer sa propre vision de la chose et à l'exprimer sans aucun, sans aucun faux semblant. Il n'y a aucun faux cul dans le film. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucun faux cul dans le film et c'est vraiment agréable à voir. Et puis c'est drôle. C'est très très drôle. Je trouve que l'humour est tellement bien manié. C'est-à-dire qu'il arrive à vraiment montrer toute la détresse des personnages et même ce plan incroyable fixe où il y a une espèce d'énorme colline et on voit ce gars roux et ce gars énorme et il commence à le rouler comme ça tout en bas de la colline, il sort de la colline, il y a un temps d'arrêt, petit silence, il le remonte de la colline et enfin il y a un jeu sur le rythme, il y a un jeu sur le montage qui est juste grisant quoi, c'est excellent, enfin cinématographiquement en tout cas c'est aussi génial quoi. Après c'est Dumont et il a fait beaucoup d'autres films etc mais vraiment génial, ouais. Voilà, j'en dirai pas plus sur Malout, je pense que c'est important de le découvrir et de découvrir les autres films de Dumont et de découvrir ce qu'il a pu apporter en termes de comédie à son cinéma, parce que c'est son premier film comique et c'est vrai que ses autres films sont extrêmement noirs et extrêmement sans dialogue, etc. Et là, l'humour noir y apporte le même côté qu'on peut retrouver dans 29 Palms par exemple, ce côté froid et ce côté oppressant, mais dans l'humour. Et du coup, ça donne un côté très particulier, c'est un film très particulier et ça convient pas à tout le monde, mais si vous êtes particulier, comme Miss Peregrine et les enfants particuliers, j'ai pas aimé ce film et il est dans aucun top mais j'ai pas aimé ce film, vous voyez Malout. Voilà. Numéro 8, Steve Jobs. J'en ai déjà parlé, c'était mon premier Cinexpress de l'année je crois, avec après du coup en fait la reprise des Cinexpress où j'en ai fait ensuite plutôt pas mal dans l'année, enfin pas mal. On a fait quelques-uns dans l'année, la critique s'affichera sur le côté, ou je sais pas, une espèce de truc, un logo de la description, ce genre de choses. Mais cela n'empêche que j'avais été vraiment extatique sur le film quand j'en avais parlé dans ma critique. Et je l'ai revu, j'ai revu Steve Jobs. Et j'ai revu d'ailleurs le film Jobs qui est sorti, je crois en 2013, que je trouve mauvais, et que je trouve démago, et qui est complètement perdu dans son avis sur le gars. Et je trouve que ce film de Danny Boyle est complètement génial et j'adore à quel point Danny Boyle met énormément d'objectivité dans son film. Son film est pur, son film est dénué de tout avis sur le réalisateur évidemment, sur le constructeur d'Apple, et c'est juste prouvé avec le cinéma. C'est juste prouvé avec le cinéma et démontrer ses faits. Et c'est pour ça que c'est si construit. C'est pour ça que ça fait un télo. Ça fait un télo et j'aime pas ce genre de cinéma. J'aime pas trop ce genre de cinéma. J'aime mieux quand c'est plus trash, plus déconstruit, plus envolé, lyrique, comme Trainspotting. Avec le Trainspotting 2 qui va sortir, évidemment. Mais là, c'est juste construit. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire un biopic. Et c'est le meilleur biopic de l'année. Parce que c'est juste 3 formes, 3 parties distinctes. 1, 2, 3, ça passe, c'est clair, construit. Et en même temps, on ressent les émotions de Jobs à la fin. L'explosion d'émotions. Voilà. J'ai passé un terrible moment dans la salle. Un terrible moment dans le sens, vraiment,
explosif du terme, où je ressentais énormément de choses pour cette personne que je voyais à l'image, magnifiquement interprétée par l'acteur dont j'ai oublié le nom, mais c'est des performances d'acteurs, c'est des performances de cadrage, c'est une façon de filmer différente pour les 3 parties, et c'est une montée. C'est comme une grande musique progressive de 12 minutes, où t'attends, et t'attends l'explosivité, et tu trembles, j'aurais pu trembler devant Steve Jobs. Et du coup, ça fait vraiment partie de mes films préférés de l'année, et je trouve que Danny Boyle fait un boulot incroyable. J'ai vu, il y a pas longtemps, ce film où il y a un personnage qui est coincé dans une falaise et il attend, et ça joue sur le temps, ça joue sur le rythme, c'est tellement bon son cinéma, et j'adore ça, vraiment. Voyez-le 1, 2, 3, 4 fois, c'est une belle, très belle leçon de cinéma. Claire, nette, précise. Passons au numéro 6. C'est le numéro 7. Et certes, il est que numéro 7, mais je voulais quand même redorer son blason, en reparler. Voilà. Numéro 7, La loi de la jungle. J'étais très content du vlog que j'avais fait dessus, que vous pouvez aussi retrouver, mais j'étais vachement content de tout ce que j'avais dit. J'avais vraiment émis des émotions, et émettre des émotions avec une comédie, c'est vraiment pas facile. C'est essayer de faire passer beaucoup de choses dans le rire, et faire passer autre chose que du rire dans le rire. C'est vraiment compliqué, et je trouve que Pere Jetko, là, c'est vraiment imbibé de toute la puissance de la forêt amazonienne, et de toute la puissance de l'humour absurde et de l'humour burlesque, comme dans Maloute, mais c'est moins absurde, c'est moins montré, quoi. C'est également de l'auteur, parce qu'il montre vraiment son avis. Et en même temps, je sais pas, il y a ce côté complètement envolé, complètement on s'en fout, allez, on écrit des dialogues drôles et on veut s'amuser, et je trouve qu'il y a plein de vie, et on s'imagine vraiment que c'est des traînées d'acteurs excellents qui sont trop bien amusés entre eux, et que c'est une petite équipe, c'est une petite famille, quoi. On voit vraiment que c'est une petite famille, avec McCain, avec Buma Laponce, c'est des acteurs qui ont déjà joué ensemble sur La fille du 14 juillet, et on les voit, et ils sont bien, et ils sont bons, ils sont tellement bons. Ça m'a également beaucoup touché. Je trouvais qu'il y avait des scènes qui étaient par rapport au film, et en très grande symbiose avec la musique particulièrement, qui mettait une ambiance super apaisante, vraiment apaisante. C'est comme quand on respire de l'encens, quoi. Ça nous imbibe dans nos pores, et c'est vraiment agréable, et vraiment ce film a été très agréable pour moi. J'ai revu 2 fois d'ailleurs, et j'ai pu parler un petit peu avec Pere Jetko et McCain. Je les ai vus d'ailleurs à une avant-première. Et voilà, et je trouvais que ils étaient beaux entre eux, tu vois, ils se faisaient des blagues, ils étaient assez émotifs, et ils étaient contents de leur film. Et voir un réalisateur content de son film, je pense que peut pas y avoir d'autre chose d'aussi beau, quoi. On voit vraiment que ils ont pas sorti leur film, ils ont pas fait leur film, et ils se sont dit, bon bah ouais, c'est à peu près drôle, ça marche à peu près bien, et bon bah on va le sortir. Là, ils étaient vraiment heureux de le sortir, et il y a des scènes très drôles, très touchantes, c'est très bien filmé. Numéro 6, Les 8 salopards. Premier film que j'ai vu de l'année, première énorme surprise. Et de toute façon, Tarantino, le réalisateur à la patte, le réalisateur qui fait un film, et dès la première image, c'est Tarantino. Tout le monde l'aime, et même s'il y a des gens qui ne l'aiment pas, ils l'aiment. C'est tout, ils aiment le détester, et Tarantino aime qu'on le déteste. Et moi j'adore ce film, je trouve que ce film a une force très puissante. Je trouve que ça a une bien meilleure utilisation du huis clos, en tout cas beaucoup plus intéressante que dans Room, vraiment plus intéressante. C'est-à-dire que, dès les premiers plans, même si on est en extérieur, la façon de cadrer, la façon d'utiliser son cadre carré est très intéressante, parce que il filme des espaces qui sont des aplats blancs parce que c'est la neige, et qui continuent en travelling comme ça, et on a l'impression que le travelling ne pourrait jamais s'arrêter, que ça va continuer, que ça va être en gif en fait, que ça va juste se répéter, et du coup on est déjà perdu dans un certain espace, et c'est absolument génial à quel point il joue sur le côté carré des choses, le côté enfermement, et on se rend compte que
au fur et à mesure du film, quand ils sont enfermés dans cet appartement et quand ils en peuvent plus, et en même temps, quand la porte s'ouvre, enfin, il y a une espèce de grand typhon de neige, et quand le typhon de neige fait ouvrir la porte, il referme la porte. Ça fait vraiment, on n'a pas envie d'être dans ce huis clos, on n'a pas envie d'être ensemble, mais en même temps, c'est tellement grisant le malsain, on va refermer la porte. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti dans ce film. Je me suis dit, oh 2h47, oh c'est long, oh ça va être fastidieux, et qu'est-ce que c'est fastidieux, et qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est bon. Bah voilà, genre, c'est... J'aime bien faire des blagues. On a toute une ambiance qui est extrêmement marquée, on voit que Tarantino a fait un terrible boulot au niveau juste de ces différents endroits qui sont avec du marbre, du bois, plein de matières qui rappellent vraiment un côté craquelé quoi, un côté qui va pouvoir se briser en 2 secondes comme l'harmonie qui est entre ces 5 personnages, ou 6, bah non 8 du coup, les 8 salopards, oui. Il y a une harmonie mais on sent que ça va se briser, on sent que déjà entre 2 personnages, 3 personnages, quelques relations qui commencent à se tisser, ça se tisse, mais il reste quand même un côté malsain, c'est-à-dire qu'ils vont parler, ils vont avoir une discussion très basse, très tranquille. Mais on le sent que dans leurs yeux, ils sont emplis de haine, quoi. Ils sont emplis de « Ah, j'ai vraiment envie de te buter, quoi, sérieusement. » Et ça donne une impression vraiment de gêne et de constant tremblement avant vraiment juste de frapper l'autre, quoi. C'est vraiment exactement ça. Et ça reste figé, complètement figé dans tout le film, puis explosion. Mais direct, on s'y attend pas, c'est assez direct. Et il y a plusieurs explosions pendant le film. Et on est tellement condensé dans beaucoup de choses, dans beaucoup de discussions avec le blizzard, et on se sent mal, et dès qu'il y a une explosion, là c'est grisant, là c'est frissonnant, et c'est absolument mirifique. Les personnages sont pas incroyablement écrits. Je trouve qu'ils ont des personnalités qui ressortent pas incroyablement. Tarantino a je trouve, a beaucoup plus d'intérêt à se concentrer sur un seul personnage, comme il a fait dans le Kill Bill, et même dans Django Unchained, et j'ai pas aimé Django Unchained, mais je trouve que Django Unchained, le personnage est intéressant. Là, ils sont moins marqués, c'est-à-dire que les émotions et les particularités sont dispersées dans les 8 personnages. Et il y a moins de particularités, ça reste moins puissant, mais ils ont quand même certaines choses qui ressortent d'eux, qui font que c'est des personnages intéressants. Et avant de vous parler de la musique d'Ennio Morricone, un petit point sur Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson est définitivement l'acteur qui a réussi en beaucoup de temps et en beaucoup de performances à être mon acteur préféré de une, et à me prendre par les tripes et à limite m'égorger et me prendre sous le coup dans tous ces films. Et cette performance dans Les 8 salopards aurait pu me faire pleurer. Tellement cet homme était imbibé d'une puissance et d'un constant malaise, et on sent qu'il a vraiment envie que tu te sentes complètement malaisant, quoi. Et alors, je vais pas spoiler, mais vraiment je vais pas spoiler, parce que y a une scène avec Samuel Jackson. Je vais l'appeler la scène du pantalon, pour les gens qui ont vu le film. Je trouve que la scène du pantalon, moi, m'a pris au cou. Vraiment. Et j'étais à la limite de la suffocation. Ça se dit pas. Et voilà. C'était juste puissant en moi. Et pour finir, évidemment, la musique d'Ennio Morricone est toujours aussi excellente. Les compositions sont puissantes, pas aussi puissantes que dans certains films, mais elles sont présentes et elles accompagnent extrêmement bien le tout. Je trouve que ça crée une certaine union, et j'aimerais bien m'acheter la BO. Voilà. Et je vais pas les citer, mais je vais vous mettre à côté ici la liste de mes Tarantino préférés et là où se placent les 8 salopards, c'est-à-dire plutôt haut. Plutôt assez haut. Et j'en suis heureux. Vraiment heureux. Bon, on va passer à un film. Un film qui, je trouve, a été totalement renié et a été totalement bâché. Et pour moi, ce film est définitivement le film le plus important du classement. Il n'est pas à la première place. Et il n'a pas l'air important comme ça. Mais il faut que j'énonce ça parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. Passons au numéro 5. Numéro 5,
La Tour de contrôle infernale. La Tour Montparnasse infernale est un film qui a énormément bien marché parce qu'il jouait sur les codes et il jouait sur le fait que Die Hard était sorti il y a pas longtemps et du coup bon ça faisait connotation, ça faisait référence et ça marchait très très bien. C'était nouveau, c'était drôle, c'est hilarant vraiment et il y a des gags visuels qui rappellent les gags de l'époque. C'est une réussite, j'aime beaucoup ce film. Puis cette année, je crois vers mars, La Tour de contrôle infernale est sortie et ça faisait très très longtemps que Eric et Ramsey avaient pas sorti un nouveau film et pour eux je pense que c'était important et ces gens sont fans de cinéma. Ces gens sont fans de cinéma et ils ont envie de montrer qu'ils aiment le cinéma et ils le montrent dans ce film. La Tour de contrôle infernale a bidé. Mais quand je dis bidé, c'est vraiment un four total. Je crois qu'il a eu 2 sur Allociné, genre 2 étoiles. Et il s'est fait défoncer par absolument tout le monde, par beaucoup de critiques. Et je ne comprends pas. Vraiment, vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur, je ne comprends pas. La Tour de contrôle infernale est un film innovant, est un film qui joue sur les codes des films d'espionnage et qui les reprend à la sauce de l'humour et qui est extrêmement innovant dans sa façon de remettre en forme les lumières. C'est une comédie qui a un sens visuel excellent. C'est réalisé par Eric et Ramsey et en même temps, ils sont acteurs dedans. C'est extrêmement drôle. Qu'est-ce que c'est drôle et qu'est-ce que c'est pensé. C'est de l'humour qui est au-dessus de l'absurde. Je trouve qu'on a dépassé un stade avec ce film qui est au-dessus de l'absurde, vraiment. Et qui est vraiment genre... Il y a l'absurde, il y a retourner les codes, mais là, c'est le retour du retour des codes en même temps en revenant aux bases, comme glisser sur une peau de banane. Et vraiment, genre, jouer avec le cadre, jouer avec cette passion du cinéma, jouer avec les références. Pour moi, cette comédie est une comédie parfaite. J'ai pas de point négatif à dire sur ce film. J'ai passé vraiment un moment fabuleux. J'ai regardé le film et j'étais juste empli de joie pour voir à quel point un humour comme ça existait et pouvait exister dans le cinéma français. Mais apparemment, il peut pas exister dans le cinéma français. Et on se plaint des comédies françaises qui sont complètement ridicules et clichés et plein de stéréotypes. Là, c'est absolument l'inverse, ça se moque de ça et ça a un style d'humour. La scène de la chips, les gars. Genre, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vu le film, mais trouvez-le à Carrefour, genre à 2,90€, et la scène de la chips. Je l'appellerai comme ça parce que vraiment, cette scène m'a marqué, et ça m'a rappelé à quel point... Ça m'a rappelé cet épisode de Bref. Ça m'a rappelé cet épisode de Bref où il montre un ami, il montre une espèce de soirée un peu loose où ils sont complètement nuls et ils se disent « Oh, on fait rien de notre vie », et ils vont voir un film, et ils sortent de la salle et ils sont pétés de rire. Et ils sont en train de se faire des références par rapport au film. Et c'est magnifique. Et ça montre à quel point l'humour c'est magnifique. Et je trouve que ce film n'est pas qu'une simple comédie, c'est une comédie importante pour le cinéma. Et il faut absolument, impérativement, que ce film marche. C'est vraiment important. Voyez-le, achetez-le en DVD, je peux même mettre un lien dans la description pour l'acheter. J'ai vraiment envie que vous voyez ce film. Pour moi, c'est quelque chose de très très important. Eric et Ramsey, certes, ils ont pas fait que des films incroyables et c'est des gars qui sont en constante évolution, etc. Mais même, je trouve, dans les interviews de leurs films, enfin dans les interviews pour le film, ça se voit qu'ils étaient tellement imbibés des personnages et que les personnages c'est eux, c'est eux-mêmes. Et par exemple dans une des interviews, bon ça me permet de pas le spoiler le film, mais c'est un peu dans le genre d'humour. Dans une des interviews, il y a l'intervieweuse qui dit à Eric Judor donc, oui, alors, on voudrait savoir, pour vous, les attentats, quel effet ça vous a fait? Et Eric Judor répond, quels attentats? Rien que ça, moi je trouve que c'est juste du génie. Genre, vraiment jouer sur la peur constante et dégonfler ça. Genre, c'est un peu l'expression pète un coup, qui est une expression beauf, mais de façon très subtile, genre cousu. Voilà, ce film est d'une subtilité lourde absolue. Voyez La Tour de contrôle infernale et achetez-le. Achetez-le pour que Eric et Ramsey continuent à faire ce genre de film et pour que Eric et Ramsey continuent à jouer dans des films de Quentin Dupieux comme Steak. Et Steak, faudra que j'en parle un jour parce que Steak, c'est une bouffée d'air frais dans le cinéma de Dupieux et il faudra que je parle de Dupieux aussi, il faudra que je parle de plein de trucs.
Mais pour moi, s'il y a un film à voir dans ce classement, c'est celui-ci. C'est tout. Ouf, libéré. Passons au numéro 4. Numéro 4, Saint-Amour. Alors Saint-Amour, c'est plus simple. Saint-Amour, je suis allé le voir en ayant un esprit très très négatif dessus. J'avais vu la bande-annonce, je trouvais que c'était pas très bien filmé, enfin, j'avais un aspect de vite fait, de assez bâclé, enfin, je trouvais pas ça intéressant. Et je suis allé le voir. Et j'ai redécouvert la beauté du cinéma français. Je trouve que tous les codes de Saint-Amour, tous les codes qui sont appliqués, principalement tous les codes qui sont extrêmement travaillés comme le jeu des acteurs, la direction d'acteurs, la mise en scène et la musique, dont je vous parlerai à la fin, c'est vraiment 3 facteurs qui sont extrêmement proches du cinéma français et là qui sont extrêmement bien développés. Premièrement, la mise en scène, comme l'a dit d'ailleurs The Viewer, dont je vous mettrai la critique à côté, dont je vous mettrai le top juste à côté de moi ici, son top qui est vraiment cool, et il a parlé de Saint-Amour à un moment. C'est une réalisation qui est extrêmement classique, qui va jouer beaucoup sur des plans au Steadicam, et du coup, bon, bah, ça crée une impression certes de réalisme, etc., mais vraiment de tremblant un peu, de tremblant. Et ce film joue énormément sur la dimension alcoolique de la chose, et la dimension du réel de l'alcool. Enfin, quand on est alcoolique et quand on est bourré, on est perdu dans l'espace, on sait plus où on est assez un peu dans l'imaginaire, un peu dans le rêve. Et là, c'est l'alcool mauvais, c'est l'alcool qui détruit, c'est l'alcool qui est filmé, quoi. C'est la personne complètement hors du monde et qui est complètement explosé. D'ailleurs, Paul Vord était bourré et je crois défoncé à la coke sur le tournage, et rien que ça ne m'étonne pas. Et du coup, ça crée une impression de réalisme extrêmement puissante dans le film. On a vraiment l'impression d'y être, et ça fait un peu film à la bonne franquette, vraiment genre, ça fait pain beurré plus baguette, plus chapeau, je sais plus comment on appelle ça. Comment on appelle ça les chapeaux français? Les bérets. Les bérets, c'est ça. C'est un film où on a beaucoup de pitié et énormément d'empathie pour ces personnages, qui sont joués donc par Benoît Paul Vord, ce cher Depardieu, et Vincent Lacoste. Je crois que j'ai envie de revoir ce trio. J'ai vraiment envie de revoir ce trio. Il y a eu énormément de recherches, je pense, sur le casting, et je trouve qu'il y a une certaine union entre les trois qui fait un peu genre Depardieu le passé, Paul Vord le mort, le décomposition, enfin la personne qui est un peu perdue, qui a fait des films incroyables avant et qui commence à être un peu en déclin, et Lacoste le renouveau, Lacoste le nouveau cinéma. Et du coup, il y a une impression entre les trois, il y a une impression de liaison entre les trois, on a l'impression qu'ils se connaissaient depuis toute leur vie et qui sont vraiment ensemble, et il y a une impression de pureté et qui est vraiment étrange, c'est très étrange. Et à partir de ça, ils se donnent chacun des conseils les uns aux autres, avec Depardieu qui parle à Paul Vord, Lacoste qui parle à Depardieu, Lacoste qui parle à Paul Vord, enfin, ils se donnent des choses mutuellement comme ça pour essayer de se sauver. Parce que les trois, malgré le fait qu'ils aient différentes catégories sociales et différentes façons de se comporter dans la société, ils sont tous les trois juste perdus. Et c'est des âmes qui errent, c'est des âmes qui sont juste dans l'alcool et dans la routine. Et c'est pour ça que c'est un roots movie en fait, c'est dans une voiture et ils se baladent donc sur les routes, et ils font la route du vin, je crois, c'est ça. Voilà, ils le font, mais ils le font parce qu'ils sont censés aimer l'alcool, ils se disent bon bah on aime l'alcool donc on fait la route du vin. Ils ont pas de sens, ils ont pas de destination en fait, et je trouve que c'est une espèce de quête vers l'infini qui est grisante, on se demande ce qui va se passer après, et au fur et à mesure du film, on a cette évolution vers la pureté, vers la libération, et avec la fin, dont je veux pas vous parler, mais la fin c'est vraiment cette libération qui est à la limite du malsain, mais quand on se souvient de toute cette évolution, quand on se souvient de tout l'amour qu'ils ont apporté tous les trois, c'est juste compréhensible. Cette fin qui est malsaine, qui est vraiment malsaine, qui peut être malsaine, là est juste compréhensible, et on se dit ouais, c'est tellement normal. C'est tellement normal que ces personnages soient en union et que ça soit beau. C'est pas malsain, c'est beau.
Et il y a toujours ce questionnement entre le malsain et le beau dans ce film. Et là, c'est juste... Voilà, magnifique. Bon, comme j'ai parlé de la musique d'Ennio Morricone dans Les 8 Salopards, je vais vous parler de non pas la meilleure BO de l'année, voilà, meilleure BO de l'année c'est peut-être genre, j'en sais rien, Batman vs Superman, voilà. La BO de Saint-Amour est ma BO préférée de l'année. Elle est composée par Sébastien Tellier, qui est un artiste français d'électro, je sais pas vraiment comment le qualifier. En tout cas, c'est une BO qui recense énormément de choses et qui marche vraiment très bien sur les scènes, des trucs au violon, des trucs qui montrent la beauté française, c'est vraiment ça. Et Intromission, c'est génial, c'est vraiment, c'est puissant, c'est envolé, c'est une envolée lyrique. Les 10 étapes de l'ivresse. Les 10 étapes de l'ivresse, où t'as Paul Vord qui fait « Oh, je vais te raconter mon petit, les 10 étapes de l'ivresse. Numéro 1, il y a le plan circulaire, qui tourne vers lui, qui lui explique, et numéro 2, il lui explique toutes les étapes de l'ivresse. Il y a cette musique qui monte comme ça, et c'est dantesque. C'est vraiment ça envoie quelque chose de pur. Sébastien Tellier est un petit génie, et vous allez pas attendre vraiment longtemps avant d'en entendre parler sur ma chaîne, je vous l'assure. Mater Saint-Amour, c'est la beauté absolue, et la pureté absolue, également. Voilà. Passons au numéro 3. Et quel numéro 3 ? Numéro 3, Premier Contact. Alors là, vous avez eu du bol. Vous avez vraiment eu du bol. Premier Contact, je l'ai vu juste à la fin de l'année, j'ai peut-être vu genre, peut-être le 29 décembre ou quelque chose comme ça, juste quelques jours avant qu'il soit plus en salle. Et je pensais pas qu'un film de science-fiction pouvait me faire ressentir autant d'humanité pour un personnage. Je pensais pas qu'un film de science-fiction pourrait montrer un tel degré de poésie dans des aliens et dans des machines et des écritures. Et le message de Premier Contact, c'est que la vie est à profiter et qu'il ne faut pas bloquer les étapes. Il faut pas retirer sa main, il faut juste se laisser suivre, se laisser guider. Et c'est vraiment important, et Denis Villeneuve l'a mis en image. C'est très important le fait que Denis Villeneuve l'ait réalisé. Et Denis Villeneuve est quelqu'un qui est aussi un des réalisateurs les plus influents de notre époque actuelle, qui arrive à mettre en image des choses extrêmement complexes pour en faire passer des messages simples, avec des métaphores intéressantes et une façon de mettre en scène très intéressante. Mais en fait, j'ai pas envie de vous parler du film. J'ai envie de vous dire d'aller le voir, et vous l'aurez sûrement vu quoi. Mais juste, le fait de passer ça dans un film de science-fiction. La science-fiction qui est vraiment tournée, enfin, des fois dans un esprit général, genre, les gens pensent science-fiction, ils se disent « Ok, bah c'est des gros robots, et il y a des attaques, et des explosions, et voilà, et c'est trop rigolo. Et il y a des petites blagues de temps en temps, youpi. » Et ça peut être cool, mais là, Villeneuve apporte quelque chose d'autre à la science-fiction, et montre que le divertissement n'est pas forcément mauvais. Et ça c'est très fort. Toute la poésie qu'il ancre dans les écrits de la personnage, qui est complètement passionnée et tyrannisée entre sa fille et cet homme et sa vie, et elle relativise sur des choses de plus en plus énormes et de plus en plus incroyables dans toute sa pensée est simple et en même temps tellement complexe. Voilà, c'est merveilleux, c'est juste un film merveilleux. Je sortais de la salle, je tremblais et vraiment je regardais tout ce qu'il y avait autour de moi, et ma vision était altérée, c'était étrange, et c'est ça que j'avais envie d'appeler cinéma. C'est vraiment quelque chose qui t'enveloppe complètement et qui te fait ressentir des choses mais absolues, et qui ont des répercussions surtout sur les choses que tu vis tous les jours. C'est ça vraiment le cinéma, et c'est merveilleux le cinéma. Enfin, voilà, c'est ce que m'a fait dire Premier Contact, clairement. Et j'ai pas envie de vous en dire plus. J'ai envie de vous dire qu'il faut regarder tous les films de Denis Villeneuve, et qu'il faut juste aimer la vie et aimer vivre et aimer ressentir tous ces instants et ne pas se bloquer. Je pense que c'est ça le plus important. Et regardez Incendie de Villeneuve, et Prisoners, et Enemy, et Blade Runner qui va sortir bientôt. Bientôt, 2018. Bientôt, ouais, bien sûr. On attaque là vraiment le firmament, passons au numéro 2. Numéro 2, Nocturama. Nocturama,
c'est quelque chose qui a été viscéralement personnel pour moi. Toutes les émotions qu'essayait de transmettre Bonello, c'était des émotions que j'avais envie de transmettre exactement de la même façon. Quand Bonello a envie de transmettre la transe, il fait des plans très courts sur les mains avec un grain un peu bleu-violet, et je le voyais comme ça aussi. Et ça fait partie vraiment des films où je me sentais complètement en phase avec le réalisateur. Et c'était absolument puissant, Nocturama. Et ça montrait une jeunesse révoltante, une jeunesse qui en avait marre des codes et qui voulait tout détruire, qui voulait mettre le feu aux poudres. Et c'est tellement un élan génial à la libération. Et Nocturama, c'est pas politique. Nocturama, c'est un élan d'émotion. Nocturama, c'est pas politique et ça ne se veut pas politique. J'ai regardé la critique des cahiers du cinéma qui disait que Nocturama était un vide politique. Je ne suis pas d'accord. Le fait qu'ils disent que c'est un vide politique, ça n'a pas lieu d'être. Nocturama ne parle pas de politique. Nocturama dénonce le fait que les dirigeants ne comprennent pas à quel point la vie d'une jeune personne et la vie d'une jeune communauté est importante et solide à avoir. Et ce film la démontre, ce film me les feu aux poudres, ce film veut tout détruire, et tous les passages avec le train, le métro, dans le métro avec les plans courts et ce montage est absolument incroyable où on comprend pas tout directement, mais après c'est comme un espèce de plan. On relie après les plans ensemble et on comprend tout à la fin. Et à la fin, en fait, c'est vraiment un film à dénouement. C'est-à-dire que on comprend pas tout directement et puis ça se renoue, ça se dénoue et il y a beaucoup de dialogue à un moment, peu de dialogue à un moment, et toute cette scène dans la galerie Lafayette, c'est génial quoi. C'est incroyable, il y a beaucoup de films de huis clos dans mon top, mais là c'est encore du coup un huis clos, mais ils s'enferment encore une fois comme dans Les 8 salopards, et c'est encore une fois très intéressant, ils s'enferment dans leur propre huis clos, et donc ils ont tellement peur et ils assument tellement peu ce qu'ils ont fait. Enfin si, ils l'assument, mais ils savent exactement comment ça va se finir, et du coup ils s'enferment dans leur propre malheur en fait, et le huis clos est souvent symbole de terreur et de malsain, et là c'est ça, cette galerie Lafayette avec des lumières extrêmement appuyées, etc. Enfin, c'est un peu à la Shining quoi, c'est essayer de faire peur avec la lumière, et là c'est vraiment ça. Et il y a de moins en moins de lumière quand il y a de plus en plus de problèmes, etc. Et des jeux sur les étages, des jeux sur les personnages, extrêmement riches en termes de mise en scène, c'est pensé, c'est grisant, c'est extrêmement grisant. Ça donne envie de se révolter, ça donne envie de parler, de hurler au monde ce que t'as envie de dire. Et Nocturama, c'est ça. Nocturama, c'est une claque dans ta putain de gueule. Et ce générique, avec les flammes à la fin, m'a vraiment fait me rendre compte que j'avais vu un film qui avait changé quelque chose en moi et m'avait pris énormément, et j'ai pleuré à la fin. J'ai pleuré à la fin de Nocturama, et pour tout vous dire, j'ai pleuré seulement devant 2 films. Un film de Ghibli, donc Princesse Mononoke, et également le film de Wes Anderson qui s'appelle Moonrise Kingdom. Voilà, j'avais pleuré devant très peu de films, et me voir verser une larme devant Nocturama, ça m'a vraiment fendu le cœur en deux et donné envie de me révolter, donné envie de donner mon avis à ces médias et donner ma force à tous ces personnages qui sont absolument passionnants et riches dans toutes leurs émotions. Ils sont vraiment, vraiment fabuleux, on les trouve tous beaux, on a envie de les embrasser, de les enlacer. C'est vraiment, ils ont tous une personnalité vachement particulière. Le petit qui est un peu bouclé, qui veut avouer son amour à l'autre fille un peu plus jeune, à l'autre fille qui est un peu plus vieille mais qui a à peu près son âge. Le couple déjà prémis, enfin voilà, les différents personnages, c'est assez génial, et ça donne aussi tout un côté intéressant sur la place des armes et le fait que c'est des gens qui savent exactement ce qu'ils font, enfin non, qui sont convaincus
qu'ils ont envie de le faire et qu'ils le font parce qu'ils ont vraiment juste envie de détruire et ils ont envie de se révolter, mais ils sont pas conscients vraiment de la gravité de la chose, mais ils s'en foutent quoi. Par exemple, dans une scène, il y a un espèce de combat où il tire avec des pistolets en mousse. Et c'est pour montrer, le côté très naïf de la chose, mais je le fais parce que j'en ai envie et parce que c'est viscéral à l'intérieur de moi. Et c'est exactement ce que m'a fait ressentir le film. Et je fais un putain de triomphe à Bonello qui a réussi à me faire ressentir des choses extrêmement puissantes. Et c'est un film à ressenti. C'est absolument pas un film politique. En tout cas, c'est mon avis sur la chose. Voilà, vous avez mon avis sur Nocturama. Je trouve que c'est une perle dans le cinéma français, et voyez les autres films de Bonello comme Le Pornographe, je crois, qui est un film sur la pornographie et sur les industries pornographiques, etc. Et c'est un très très beau film, comme beaucoup de films. Le Yves Saint Laurent aussi, qui est absolument génial. Et voilà, et je vais arrêter de parler trop fort. Et on va attaquer le numéro 1 de mon top. Est-ce que vous pensez que c'est possible un film qui ne soit pas un film? Un film qui dépasse la cinématographie, qui dépasse le cinéma et qui juste t'envole dans une autre dimension et tu fais plus attention au film et en même temps tu le ressens et en même temps t'es parti. T'es complètement parti. Moi, après avoir vu le numéro 1 de ce top, j'en suis foncièrement convaincu. Il y a un film qui est sorti cette année qui s'appelle Jodorowsky's Dune, qui est un film plutôt acclamé par les critiques comme étant absolument incroyable, et beaucoup de critiques en ont parlé, dont In the Panda d'ailleurs, sur le fait, sur le thème donc de Jodorowsky, qui est un réalisateur qui voulait réaliser Dune après réalisé par David Lynch. Et voilà, et il a voulu réaliser Dune et c'était un projet massivement incroyable où il voulait avoir tous les plus grands acteurs et les plus grands éclairagistes et make-uppers et tout ça, et il voulait faire un projet qui révolutionne l'histoire du cinéma. Et après on voit dans le documentaire, je l'ai pas vu mais je vais le voir, mais apparemment on voit dans le documentaire que ça a inspiré énormément de films maintenant cultes et que s'il était sorti ça aurait été incroyable. Et ben moi j'ai envie de le voir parce que Alessandro Jodorowsky est quelqu'un qui a une sensibilité et une pureté d'âme absolue. Et c'est pas un réalisateur, c'est un artiste, Jodorowsky. C'est quelqu'un qui a envie de créer en permanence, qui est imbibé de la création. Lui-même, c'est la création. Et il a sorti un film cette année. Un film qui s'appelle Numéro 1, Poésie sans fin. Un jour, j'avais envie d'aller au cinéma. Comme beaucoup de week-ends. Et là, je me suis dit, bon bah ok, je file. Je vais aller voir ce film, Poésie sans fin donc, avec cette affiche, avec cet homme avec une mallette qui marche autour de plein de personnages étranges, avec une affiche un peu crayonnée, avec du bleu et un peu de pastel. Et voilà, je voulais aller voir ça. Je le sentais bien, je le sentais très bien, je me disais, oh ça va être cool, je vais passer un super moment. Et je connaissais un petit peu Jodorowsky, j'avais vu El Topo. Voilà, j'avais beaucoup aimé. Je suis allé le voir. Je suis rentré dans la salle. Voilà, je me suis installé, je me suis posé très bien, excellent. Et puis là, le film a commencé et je comprenais pas. Je me disais, attends, mais qu'est-ce que je regarde? Genre, qu'est-ce que c'est que cette truc étrange? Qu'est-ce que c'est que cette sensation en moi? Et je trouvais pas le film incroyable en fait. Je continuais à le regarder et je me disais, mais c'est pas... C'est étrange, je ressens... Je ressens... Et pourquoi j'analyse pas? Pourquoi c'est pas comme d'habitude? Et j'étais perturbé, je savais pas pourquoi je réagissais pareil à ce film. Et je commençais à ressentir des choses dans ma tête et j'avais des espèces d'hallucinations, genre... Ma tête genre montait dans le ciel, enfin c'était merveilleux et limite je faisais plus trop attention au film. J'étais dans une salle de cinéma, j'avais l'impression d'être dans une salle de cinéma, vous voyez ces espèces d'effets avec plein de photos comme ça vers l'avant. Et il y avait
tellement de choses emplies en moi et je me disais mais je suis pas en train de regarder un film là, je suis en train de regarder une œuvre. Et j'arrivais pas à me sortir de cette idée-là et je me disais mais qu'est-ce que je fais là? C'est incroyable, enfin, c'est une des plus belles émotions que j'ai jamais ressenties. Et, je continuais à regarder le film et je me disais mais attends, mais c'est ce genre de plan, je m'imbibais vraiment, vraiment du film et je me disais, je continuais à le regarder et en même temps je le regardais pas. Des fois je détournais le regard et je voyais des images du film sur le mur. C'est incroyable! Genre, j'étais en train de le regarder comme ça, avec juste la passion, je le dévorais. Vraiment, je le dévorais. C'était empli de choses en moi. Et toutes ces métaphores dans le film par rapport au personnage qui veut faire de la poésie, qui s'appelle Alessandro Jodorowsky, c'est lui. C'est lui, il raconte juste sa propre histoire. Il revient à la base du cinéma. Et ce film, c'est pas du cinéma, c'est de la poésie. Ce film, c'est pas du cinéma, c'est de la poésie en images. C'est l'expression même de toute la beauté. C'est l'expression de la beauté, c'est l'expression du désir, c'est l'expression de toutes les émotions qui existent. Et c'est l'expression de la simplicité également. C'est l'expression de se dire, par exemple, une scène du film, c'est l'expression de se dire, ok, à partir de maintenant, je vais marcher tout droit. Voilà, je vais marcher tout droit. Et du coup, la caméra entend ça. Parce que la caméra est un personnage et tout le monde est un personnage, c'est de la poésie. Et la caméra entend ça et se dit, ok, moi je vais le suivre, je vais marcher tout droit aussi. Et c'est en profil. Du coup, la caméra commence à marcher tout droit. Et l'autre commence à marcher tout droit. Et il croise une maison. Et il croise une maison, il toque. Bah oui, forcément, parce que dans la logique des choses, quand tu croises une maison, tu toques à la porte. Et la personne répond. Et forcément, dans la logique des choses, elle ouvre quoi, parce que c'est de la poésie. Et du coup, elle continue et l'univers est vraiment merveilleux, c'est plein de couleurs très amples, très solides et j'arrive pas à dire d'autre chose sur ce film. C'est très très compliqué. J'essaye de m'exprimer vraiment, mais c'est super complexe parce que je l'ai pas encore revu et je me suis acheté certains films de Jodorowsky. Voilà, j'ai essayé de compléter un petit peu des idées, d'amasser un petit peu des choses intéressantes sur le film, mais non, ce film c'est juste la symbolique de la pureté, de la beauté et de toutes les émotions possibles. Poésie sans fin est peut-être pas mon film préféré de l'année, mais Poésie sans fin est le film le plus incroyable que j'ai vu de l'année. Et j'ai très envie de rencontrer Jodorowsky. Jodorowsky, si tu regardes cette vidéo, appelle-moi bébé, je suis toujours disponible. J'ai été bouleversé, j'ai été complètement estomaqué et je sortais de la salle, juste je errais dans la rue comme ça et je me disais mais qu'est-ce que le monde est beau et qu'est-ce que le monde est riche et qu'est-ce que... Genre ce mur est génial et ce tag qui a été fait par les mains d'un graffeur et avec cette ligne tellement droite et cette voiture d'un rouge qui pimpait et qui explosait à mes yeux. Waouh. Poésie sans fin. Et bien voilà, vous avez donc du coup mon top de l'année et je vous donne rendez-vous du coup sur la prochaine vidéo, la vidéo d'après qui sera le flop 5 et ce sera un petit peu plus triste, voilà, mais je trouvais ça beau de terminer avec ce film et ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous en parler. C'est un film qui m'a beaucoup marqué à la manière de réalité. Voilà, j'ai beaucoup de mal, je suis désolé à parler des films qui me marquent, c'est un petit peu triste, mais c'est comme ça. Voilà, et bien du coup on se retrouve dans le flop 5 où je parlerai pour moi des 5 films les plus irritants de l'année. Et puis voilà, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo. Salut!